Une dernière tentative pour sauver le processus de paix. Une réunion aurait lieu en ce moment même à Jérusalem entre le négociateur palestinien, la négociatrice israélienne et l'envoyé spécial américain pour tenter de recoller des morceaux après l'annonce palestinienne de l'adhésion à une quinzaine d'organisations dépendant des Nations Unies et le refus israélien de libérer des prisonniers palestiniens. Au Chili, un séisme de très forte magnitude a frappé ce matin les régions côtières, provoquant une alerte au tsunami et l'évacuation de centaines de milliers de personnes. 6 personnes ont été tuées et les dégâts sont qualifiés d'importants ce soir. En France, Manuel Valls, le nouveau Premier ministre, a présenté son gouvernement, une équipe resserrée, 16 ministres au total, 8 hommes, 8 femmes et le retour remarqué de Ségolène Royal à l'écologie, celle qui fut l'ex-compagne de François Hollande. Et le débat du Grand Direct ce soir, on s'intéresse à l'Ukraine, à la Russie et à l'OTAN, puisqu'il y a ce sommet important qui s'est tenu depuis hier à Bruxelles, sommet de l'OTAN consacré donc à cette crise, plusieurs propositions qui en sont découlées et puis plusieurs développements aujourd'hui sur lesquels on va s'attarder. Je salue Sarah Feinberg, bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'INSS, l'Institut national d'études sur la sécurité en Israël, spécialiste de l'ex-URSS. Vous publiez d'ailleurs ce livre qui est sorti depuis plusieurs semaines en France, en Europe déjà, Les Discriminés, publié chez Fayard, qui raconte justement l'antisémitisme dans l'Union soviétique et notamment donc après Staline, et qui va bientôt d'ailleurs sortir en Israël également dans les librairies francophones. Je salue Denis Charbit, qui lui est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Alors, Sarah Feinberg, quand on voit l'OTAN proposer à l'Ukraine des manœuvres, pas encore une adhésion, mais en tout cas un rapprochement très fort, est-ce que ça va augmenter les tensions militaires avec la Russie? Est-ce que ça peut être un risque de dérapage ou pas? Oui et non. Oui, parce que, comme vous savez, la Russie a extrêmement peur de l'élargissement de l'OTAN. Et une des conditions des Russes, c'est que l'Ukraine soit un pays neutre et que la neutralité soit inscrite dans sa constitution. Et donc, cela violerait cette demande qui a été exprimée par Lavrov à Kerry il y a 3 jours. Et donc, à ce moment-là, effectivement, cela pourrait augmenter énormément les tensions. Non, au sens où la Russie n'a pas un intérêt direct à envahir l'Ukraine pour le moment et à se mettre à dos l'OTAN dans les semaines qui viennent. Ouais. Alors justement, là-dessus, on voit qu'il y avait un sondage aujourd'hui intéressant qui disait qu'à peu près 70% des Russes seraient favorables à l'annexion d'autres régions de l'Ukraine, les régions donc de l'Est, les fameuses régions pro-russes. Est-ce que vous pensez que la Russie n'en a pas terminé avec l'Ukraine, Denis Charbit, ou est-ce qu'à votre avis, que la Crimée, ça suffit? C'est en tout cas la grande inquiétude de l'Occident aujourd'hui, devant la faiblesse américaine, devant la faiblesse européenne, en tout cas l'attitude prudente, on va dire. C'est vrai certains se demandent si ça ne va pas augmenter les appétits de Poutine. En même temps, vous savez, je pense qu'il y a une certaine rationalité que, en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Bien entendu qu'à la faveur de telle ou telle crise, il pourrait continuer, parce que des Russes, il n'y en a pas qu'en Crimée, il y en a dans d'autres régions de l'ex-URSS, et donc il pourrait y avoir des mouvements identiques d'irrédentisme. Mais encore une fois, je pense que la prudence va régner, on essaye de consolider les choses, et de son côté, l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis avancent par petits pas, de petites sanctions, mais qui laissent bien entendre qu'il ne s'agit pas non plus de faire comme s'il ne se passait rien. Ouais. Là-dessus, sur justement le pouvoir de l'OTAN, il y a une vraie manière d'intimider la Russie, à votre avis, ou est-ce que pour les Russes, il n'y a aucune crainte à avoir? Alors, pour l'OTAN, c'est un moyen de conserver leur crédibilité. Parce que, comme vous savez, l'OTAN va retirer ses troupes complètement d'Afghanistan, donc jusqu'en décembre 2014. Et les Russes ont utilisé énormément cette carte d'un OTAN affaibli, d'auto-retrait, et des États-Unis lâchant leurs alliés. Dans le même temps, l'OTAN a une capacité militaire extrêmement réduite. Vous savez qu'au moment des sommets de la guerre froide, les Américains, donc l'élément le plus fort de l'OTAN, avaient 400 000 troupes postées en Europe. Aujourd'hui, ils en ont 62 000, dont 40 000 en Allemagne, le reste en Italie et en Grande-Bretagne, ce qui
constitue finalement une capacité militaire assez limitée. Et on se souvient que quand les Américains ont envahi l'Irak en 2003, ils ont eu besoin de 6 mois de préparation intensive pour cette invasion. Aujourd'hui, les Américains ni l'OTAN ne sont prêts à ce type d'intervention dans l'espace clos de la Russie. Ouais. Donc il n'y a aucune chance finalement que la Crimée redevienne ukrainienne un jour. Plus personne ne l'envisage. Il y a en tout cas un dialogue qui s'est instauré ou qui commence à se réinstaurer entre Poutine et Obama pour s'entendre sur une issue de la crise. Poutine a quand même relevé le défi, il a accepté, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est mal parti, d'autant qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, une vraie contradiction entre d'un côté l'intangibilité des frontières. On ne modifie pas comme ça unilatéralement des frontières qui ont été établies. Mais d'un autre côté, il y a le principe, toujours très complexe, qui fait toujours beaucoup de vagues, mais qui a une forte portée démocratique, et surtout en Europe occidentale, le principe de l'autodétermination. Les Russes veulent être rattachés à la Russie. Alors c'est vrai que les conditions dans lesquelles ça s'est fait sont intolérables, insupportables, mais voilà, pris entre ces deux feux, je pense qu'on essaiera de retrouver l'angle, parce que je pense que ni d'un côté ni de l'autre, on a véritablement envie d'arriver aux extrêmes. Obama l'a dit dès les premiers jours, il n'y aura pas de confrontation militaire, mais une tentative de négocier. Alors ça pourra prendre beaucoup de temps, on trouvera des arrangements, comment préserver, garantir l'intégrité de l'Ukraine, comment éviter par exemple ce qui vient de se passer avec comment revenir en arrière avec la décision de la Gazprom d'augmenter le prix du gaz. Ça aussi, ça compte finalement, même si on ne retrouvera pas, effectivement, en tout cas dans un premier temps, mais vous savez, l'histoire ne s'arrête pas avec Poutine et avec Obama, hein, je veux dire, les choses pourront évoluer, mais c'est vrai que pour ce qui est de l'immédiat, on a le sentiment qu'on peut trouver une solution comme ça sur le terrain, des arrangements, mais il n'y aura pas un retour au statu quo ante, ça j'en doute. Ouais. Et il y a une pression, comme l'a dit Denis Charbit, là, exercée par la Russie maintenant avec le gaz, le prix du gaz. Ça, c'est une arme redoutable contre l'Ukraine. Oui, c'est une arme redoutable contre l'Ukraine, mais aussi, surtout, contre l'Union européenne et l'Allemagne. Et on voit que finalement, cette arme a marché avec les Allemands, puisque les Allemands qui au départ ont été ceux qui ont le plus soutenu le mouvement pro-ukrainien, qui avait même un candidat tout prêt pour les élections, qui était Vitali Klitschko, finalement jouent la carte de l'apaisement. Tant bien même que les Américains craignent même que les Allemands finissent finalement par se ranger du côté russe. Klitschko, comme vous savez, ne va pas se présenter comme président, mais uniquement à la mairie de Kiev. Et, il a cédé à des pressions, à votre avis, ou est-ce qu'il a... Il a été lâché par l'Allemagne. Il a été très clairement lâché par l'Allemagne. Et les États-Unis, il faut bien savoir qu'ils n'ont pas un intérêt à retourner dans cette Europe dans laquelle ils ont été si présents au XXe siècle. Les États-Unis regardent vers l'Asie. Ils regardent vers l'Asie Pacifique. Et ils n'ont pas d'intérêt à déployer militairement, économiquement des moyens énormes. Et Obama y a fait allusion à Bruxelles en disant maintenant les Européens, il est temps de ne plus compter autant sur l'OTAN pour reconstruire une capacité de défense militaire européenne. Ouais, donc là, oui, non, c'est un argument qui est soulevé depuis au moins 30 ou 40 ans, cette idée d'une Union européenne qui est économique, qui est diplomatique, même si ça balbutie parfois, et qui doit être également une Europe militaire. Mais on voit bien que les chancelleries européennes ne sont pas très pressées de dire à l'opinion publique, surtout dans un temps de crise, maintenant il faut affecter de nouveau de l'argent pour des unités combattantes, des unités militaires, etc. C'est vrai que d'une certaine manière, je crois qu'un impact possible de la crise d'Ukraine, c'est pour l'Europe de regarder un petit peu autour d'elle-même et pas simplement de voir des théâtres d'opérations extérieures comme l'Irak, comme l'Afghanistan, etc. Je crois que du coup, il va y avoir une volonté de finalement, la mission de l'OTAN, c'est quand même la défense de l'Europe occidentale et je crois que même si ça va traîner sur le plan budgétaire, mais là, il y a une échelle des priorités, une échelle des préférences qui devra être faite par l'Union européenne. Alors on a vu que les seules sanctions prises, en tout cas pour l'instant, c'est on va arrêter la coopération militaire et civile entre l'OTAN et la Russie. En un mot, ça veut dire quoi? Rien. Il y a une exception de poids, Jean-Charles, qui est l'exception de l'Afghanistan. Ils ont dit on va arrêter, sauf dans le domaine de la drogue, de combat contre les pirates dans l'océan Indien et l'Afghanistan. Parce que l'OTAN
ne peut pas se retirer son appareil militaire et ses troupes d'Afghanistan sans la coopération très étroite des Russes, puisque la plupart des troupes de l'OTAN se retirent en Asie centrale et en Azerbaïdjan. Si les Russes disent non, toute cette opération sera mise en échec. Donc là, on voit qu'il y a des limites très fortes. Seconde limite, je voudrais rappeler que le 7 avril, il y aura une nouvelle réunion du P5+1, donc sur la question de l'Iran. Et les Américains savent très bien, et les Russes l'ont dit il y a 2 jours, que cette affaire ukrainienne aura, en tout cas il faut une menace, aura des répercussions en Iran. Et les Américains ne veulent pas pousser trop loin le bouchon parce que les Russes tiennent les fils en Syrie et en Iran. Ouais, donc là, il y a une vraie pression exercée. Oui, surtout, je crois que ce qui illustre bien ici, Sarah, c'est que même s'il y a toujours eu un peu de soupçon, un petit peu de tension, mais modérée et feutrée, en même temps, il y a eu une coopération entre la Russie et l'Europe sur de grandes questions stratégiques. Elle a rappelé la question des sanctions sur l'Iran, etc. Mais, et là, du coup, Poutine a pris une sorte de figure de grand ennemi. Mais on ne passe pas aussi facilement d'une stratégie de coopération, avec les intérêts bien compris, à une stratégie d'adversaire. C'était pas l'adversaire d'hier, c'était plutôt un allié un peu compliqué, un peu difficile, mais un allié quand même. Et là, on se retrouve dans une situation un peu conflictuelle, et c'est clair qu'on ne peut pas du jour au lendemain de dire « Ah, maintenant, désormais, c'est l'ennemi, c'est la guerre, etc. » Non, c'est pas possible à cause du fait qu'il y a finalement une interdépendance entre ces deux acteurs. Et il faut reconnaître que Poutine en use très habilement. Ouais. Alors, on a vu cette semaine aussi que les Russes proposaient pour l'avenir de l'Ukraine, parce que c'est de ça dont il est question aussi maintenant, bien qu'on se tourne vers un fédéralisme qui permette justement de donner peut-être plus d'autonomie aux régions de l'Est. Et ça, on voit bien que les Ukrainiens n'en veulent pas, et les Américains non plus. Là-dessus, il y a un désaccord. Alors, il y a un nouveau mot magique qui est sorti ce week-end, c'est la fédéralisation de l'Ukraine, qui est comprise de manière différente par les Russes et par les Américains. Effectivement, les régions orientales de l'Ukraine, il faut bien le dire, ont manifesté une opposition très forte au pouvoir en place à Kiev. On a vu des manifestations plus ou moins soutenues par les Russes à Kharkov, à Dnipropetrovsk et dans toutes ces régions. Et eux, effectivement, demandent une plus grande autonomie accordée aux régions. By the way, c'était le programme électoral du président Yanukovych, de l'ancien président, qui était le président des régions, donc qui consistait à donner plus de pouvoir aux régions. Mais pour les Russes, la fédéralisation qu'ils voudraient inscrire dans la Constitution signifierait en gros un pouvoir central complètement laminé et ineffectif et une atomisation de l'Ukraine avec un exécutif plus ou moins téléguidé par Moscou, et les Russes se chargeront bien d'intervenir dans les élections prévues au mois de mai. Bon, et ça n'a pas été accepté par les Américains, on peut le comprendre, ni par les Ukrainiens. Ouais. Je crois que ce que cette affaire souligne, c'est à quel point on a finalement beaucoup de mal à sortir de l'idée que la stabilité est liée à des États-nations homogènes. Quand il y a des minorités fortes, etc., c'est toujours... Alors, on peut toujours avoir des formules de décentralisation, de fédéralisation, etc., mais quelque part, c'est des facteurs d'instabilité, et avec un prurite de nationalisme, on voit à quel point ça peut devenir finalement explosif. Mais ça veut dire que quand on voit par exemple les États baltes là aujourd'hui qui se sont inquiétés quand il y a eu cette affaire, ils ont tout de suite voulu que l'OTAN vienne à leur secours. On va vous faire montrer un petit peu l'aviation au-dessus du ciel de Lettonie ou d'Estonie. Vous pensez qu'il pourrait y avoir encore aussi d'autres visées sur des régions? Parce que là, ce sont des pays qui ont quand même une belle indépendance maintenant. Oui, il y a des visées qui ont été très claires, donc qui étaient sur la Transnistrie, sur la région avec une forte minorité de Russes ethniques, de la Moldavie située à l'ouest de l'Ukraine. Et vous savez que la Moldavie veut devenir dans l'Union européenne. Dans les pays baltes, je ne pense pas que les Russes interviendront parce que ce sont des pays qui ont adhéré à l'OTAN, mais il y a des minorités russes ethniques qui sont très fortes, et ils peuvent tout à fait utiliser cet irrédentisme russe comme ils l'ont fait dans d'autres régions. Deuxièmement, il faut bien se souvenir que ces régions ont une plaie ouverte, qui est le pacte Molotov-Ribbentrop, la Pologne aussi, toutes ces régions occidentales de la Russie, donc les pays baltes, l'est de la Pologne, l'ouest de la Biélorussie, sont des régions qui se sentent complètement trahies par l'Europe et qui craignent encore plus que tout
ce grand frère russe et la violence qui pourrait être exercée contre eux. Ouais, donc vous parliez tout à l'heure, puisque vous avez évoqué ce souvenir historique, vous parliez tout à l'heure de l'apaisement, et j'entendais le appeasement de Chamberlain. C'est sûr qu'aujourd'hui, sans vouloir faire trop facilement des analogies historiques, mais les gens craignent une sorte de Munich régional. Ça a été employé plusieurs fois d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Or, je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'ils emploient le même mot qui a fait tant de mal, je dirais, pour l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, les comparaisons ont même été poussées beaucoup plus loin. On a entendu Hitler, Poutine, et puis les Sudètes aussi pour la Crimée. Merci en tout cas Denis Charbit, professeur donc, de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, et Sarah Feinberg qui travaille à l'INSS, l'Institut national d'études sur la sécurité intérieure, la sécurité nationale. Je rappelle donc le titre de votre livre, Sarah, Les discriminés. C'est publié chez Fayard et c'est sur l'antisémitisme à l'époque de l'Union soviétique après Staline. Voilà, dans un instant, un invité, on parlera de politique française. Après la présentation du nouveau gouvernement, nous serons en duplex avec Philippe Moreau, Chevrolet, chroniqueur politique au Nouvel Observateur. A tout de suite.